Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans Épicerie Fine. Pour cet épisode, je vous emmène dans le pays de Redon, un territoire habité par les traditions bretonnes. Et on se retrouve ensuite pour cuisiner. Nous vous emmenons dans le pays de Redon à la rencontre de Camille Hiver, une toute jeune maraîchère bio. Puis de Véronique et Yvon qui produisent du cidre artisanal. Histoire de fera place aux marrons de la région. Nous irons ensuite à Saint-Just découvrir des landes et des mégalithes. On poursuivra avec le guide hédoniste et bien sûr la recette de Guy Martin, rognon de veau compoté de pommes gala et marron, jus au cidre. Et on démarre tout de suite par itinéraire paysan. À l'entrée de la Bretagne, au sud de Rennes, se trouve le pays de Redon. Arrosé par de nombreux canaux et rivières, ce territoire se part d'un bocage préservé aux portes du grand parc naturel des Marais de Brière. C'est ici que Camille prépare son installation maraîchère et que Yvon et Véronique s'occupent d'un verger cidricole. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Camille a décidé de faire un retour à la terre. D'abord orientée vers l'administration culturelle, elle se rend vite compte que cela ne lui correspond pas. De fil en aiguille, elle découvre les métiers agricoles et quelques années après, décide de faire une formation dans le but de s'installer comme maraîchère. J'ai fait 1 an de formation. Après, je me suis dit pendant ce temps de formation, ce qui serait sympa, c'est plutôt de m'installer en Bretagne et de revenir un peu dans les parages. Parce que si un jour je veux m'installer, je me suis dit qu'il fallait que je sois proche de mes amis, proche de ma famille. Et... Donc du coup, c'était plus simple pour moi de revenir par là et de m'installer ici. Puis la Bretagne, ça me plaisait. Et du coup, je me suis renseignée pour savoir s'il y avait des espaces tests ici. Et effectivement, du coup, il y en avait un à Teillac et c'est comme ça que je suis arrivée ici. L'espace Test Agricole est une initiative qui dépend de la coopérative d'installation en agriculture paysanne de Nantes. Ces 2,5 hectares sont mis à disposition de 2 jeunes pour 1 année. Une sorte d'apprentissage, mais 100% sur le terrain et en totale autonomie. Cela fait seulement 1 mois qu'ils sont installés avec Florian, l'autre jeune, sur cet espace test et ils en ressentent déjà les bénéfices. Moi, ça m'aide énormément parce que ça va me permettre en fait, d'acquérir le plus possible de savoir. Même si j'ai fait une formation de BPREA, c'est pas suffisant. C'est pas en 1 an qu'on apprend toutes les techniques. Ça va me permettre de prendre confiance à ma future installation parce que même si je pourrais très bien choisir de faire des années de salariat, là l'avantage c'est que je peux prendre des décisions et du coup c'est exactement comme si je m'installais en fait sur ma future parcelle, mais c'est juste que là du coup c'est un test pour savoir si je suis prête en fait. En plus de se perfectionner sur les nombreuses choses à savoir sur le maraîchage, le projet Test apprend aussi à Camille à gérer sa production et à développer les relations et les partenariats avec ses clients. Elle prépare les commandes pour l'épicerie locale, la Croix-Rouge, mais aussi pour une association de producteurs qui vend des paniers de légumes en ligne. Maintenant, en maraîchage bio, c'est vrai qu'il faut développer de nouveaux types de débouchés. Donc la livraison sur des épiceries et tout, c'est assez intéressant. Quand je serai installée et que je devrais trouver des débouchés, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en formation ou très rarement, ou en tout cas pas en étant salarié non plus. Donc c'est là, ça me permettra justement de me dire, je sais comment faire en fait. J'ai déjà fait ça, je sais qui aller voir, comment vendre des produits, à qui ça peut intéresser. C'est tout là l'avantage du coup en étant ici, c'est que j'ai déjà fait des recherches et je sais de quoi je parle en fait. Donc du coup c'est hyper intéressant. L'apprentissage de Camille est très complet, car elle va également approfondir son idée d'installation avec un paysan référent qu'elle a elle-même choisi. C'est plutôt au niveau de la production que j'aimerais bien instaurer quand même de nouvelles pratiques. C'est pour ça que du coup, mon paysan référent, je l'ai choisi parce que justement, il a de l'expérience en maraîchage sur sol vivant. Et pour moi, c'est intéressant parce que ici, c'est aussi des pratiques très mécanisées et je suis contente de le voir, mais c'est vrai que j'aimerais bien
avoir des pratiques plus respectueuses des sols et avoir en tout cas tous les modèles possibles. À quelques kilomètres de là, Véronique et Yvon ont quant à eux décidé de cultiver des arbres fruitiers afin d'élaborer des jus, mais surtout un alcool typique de la région, le cidre. C'est le moment de récolter les fruits. Ils ramassent seulement les fruits mûrs tombés au sol. Après 3 ou 4 passages, ils donnent un coup de pouce aux pommes avant d'effectuer la dernière récolte. C'est le gaulage des pommes. Une routine saisonnière qu'ils connaissent bien depuis des années. On a créé ça il y a 25 ans. On est revenu sur un produit traditionnel qui se faisait par ici. C'est la pomme et le cidre, la transformation. Qui avait disparu. Yvon avait connu ça dans sa jeunesse. Ses parents agriculteurs faisaient leur cidre, quoi. Il a été élevé au cidre, non? Voilà. Quand on est issu effectivement du milieu agricole, quasiment tout le monde, moi dans l'enfance, les gens faisaient leur cidre. Mon père y était attaché en fait, c'était familial. Toute la famille s'y mettait, les oncles, tout le monde était là pour effectivement pour fabriquer quoi. Il y avait aussi des cidreries artisanales qui ont disparu dans les années 70. J'ai surtout eu cette notion de perte parce qu'à un moment donné, je suis parti à la fin de mes études en Afrique. J'ai eu l'impression qu'en l'espace de 2 ans, je suis parti 2 ans, tout ce qui était traditionnel avait disparu, était en train d'être abandonné. Je me dis, mais il ne faut pas laisser partir ça, quoi. Et puis en même temps, il y a un moment donné, je suis parti travailler dans le vignoble, j'ai vu cette notion aussi de plantation. L'histoire de la plantation m'a plu, en fait. Et après, je me suis aperçu, en fait, avoir des plantations, c'est bien, mais transformer, c'était encore mieux. Donc on s'est dit, finalement, il faut aller jusqu'au bout. Sur leurs 6 hectares de verger, Yvon et Véronique cultivent une vingtaine de variétés d'arbres fruitiers qui seront assemblés ensuite pour la fabrication de leur jus. Donc ça, c'est une variété qui s'appelle Douce Couette, qui est une variété douce, très riche en sucre. Elle donne un jus très très coloré, presque marron. Concernant les variétés, en fait, on a une douzaine de variétés, mais surtout, avant les variétés, il y a 3 espèces de pommes acides. Il y a des espèces douces, très riches en sucre, des espèces amères et douces amères, qui amènent l'amertume et du corps au produit, et des variétés acidulées, qui vont amener la fraîcheur au produit. Et dans ces 3 types d'espèces, il y a une multitude de variétés. Et c'est l'assemblage de ces 3 espèces qui vont faire en fait un bon équilibre du produit. Bien que le cidre soit leur produit phare, Yvon et Véronique ont également planté des poires et des coings. Une façon pour eux d'agrandir leur gamme de produits. Ils ont d'ailleurs développé de nombreux jus non alcoolisés, mais aussi le poiré, un alcool pétillant de poire. Après le verger, Véronique passe en salle de fermentation pour vérifier ses cuves de cidre. Et donc quelques jours après le pressage, il y a une phase de clarification naturelle du cidre qui se fait. C'est une étape importante pour clarifier le jus et pour après enlever des levures et réduire la vitesse des fermentations. Dans le cidre, on cherche des fermentations qui soient les plus lentes possibles pour garder le maximum d'arômes. Donc là, il y a des morceaux de levure, il y a tout un chapeau qui va se faire, un chapeau brun. Ça va remonter en surface. Autrefois, les gens ils disaient dans la barrique le cidre bout. Ça correspondait à cette étape. Et donc, quand ce chapeau va être formé, et bien ferme, on va faire un soutirage dessous pour retirer et ne garder que le jus clair. La fermentation va durer plusieurs mois. Pour ne pas avoir une fermentation trop vigoureuse qui pourrait empêcher les arômes de s'exprimer, ils doivent réitérer très fréquemment les prises de densité. Voilà, donc pour contrôler l'évolution des fermentations, on pèse le cidre, on prend sa densité. Donc là, on est à 1050 de densité. En ce moment, en début de saison, on est autour de 1058-1060. Des fois, la densité augmente en fin de saison. Ça dépend aussi des années, si ça a été plus ou moins pluvieux ou pas, si ça a été sec. Il a perdu à peu près 8 points. Donc après, l'objectif, c'est qu'il fermente, qu'il perde seulement 2-3 points par semaine. Véronique continue le travail à l'atelier avec la mise en bouteille de la cuvée 2019. Dans la pièce d'à côté, son fils s'affaire à sa toute nouvelle activité, fabriquer de la bière. Une occasion pour lui de faire un retour sur la ferme familiale comme il le souhaitait depuis longtemps. Déjà, j'ai fait des études, on va dire, scientifiques, c'est-à-dire j'ai fait un DUT de biologie orienté agronomie. Ensuite, j'ai fait une formation ingénieur en agriculture. Donc tout ça, c'était assez scientifique et moi, l'idée, c'était toujours d'être, on va dire, auprès de la nature. Depuis tout petit, je suis dehors dans la ferme.
J'adore me balader dehors, observer aussi les animaux sauvages. Donc je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire. On a beaucoup de variétés dans nos vergers. Et je pense notamment à la poire, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Je veux d'abord avoir une gamme de 4 bières de base et ensuite faire des essais, faire quelque chose en lien avec le verger. Si à la cidrerie Saint-Charles, le travail en famille se développe, à la ferme Teste de Camille, on travaille aussi à plusieurs. Chaque semaine, elle reçoit la visite de son encadrant technique. Ils réalisent ensemble quelques semis pour la prochaine saison hivernale. Ces visites sont un moyen pour elle d'écouter les précieux conseils de Jean-Éric. Non, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment pour moi aussi l'histoire du réseau. Les jeunes qui passent ici s'installent après dans la région. Ils ont déjà des contacts avec des producteurs du coin et aussi déjà des liens, des contacts avec des fournisseurs. Ça, c'est vrai que c'est un énorme avantage en fait à l'installation, quoi. Ça reste on va dire, entre guillemets, un petit milieu quand même, où les gens se connaissent. Il y a quand même pas mal de gens qui sont dans ce système d'entraide, de créer des liens, de soutenir. Un outil comme ça, il a le gros avantage quand même, je trouve, d'être très proche des conditions réelles quand on est installé. Souvent, quand on s'installe seul en maraîchage, la crainte, en fait, c'est de se retrouver un peu seul à se lancer. Et en fait, là, ça nous permet d'avoir un suivi et prendre confiance, en fait, en discutant, en étant avec des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent aussi nous aider. Enfin, c'est vraiment une chance, quoi. On rencontre vachement de gens. Et là, du coup, en étant ici, c'est vraiment, ça confirme totalement mes attentes. Je kiffe. Je kiffe réellement. C'est trop bien. À la cidrerie Saint-Charles, l'humeur est aussi à l'enthousiasme. C'est l'heure de déguster la nouvelle cuvée de 2019 dans la boutique. Cette dernière a obtenu la médaille d'or au concours national agricole. Ici, on peut aussi découvrir d'autres produits que confectionnent Yvon et Véronique, comme les jus pétillants sans alcool. Je viens régulièrement acheter du cidre et puis des jus de pommes et de poire, parce que c'est bien pour les enfants. Ils sont bons, ils ont excellent goût. Et l'avantage, c'est qu'on fait goûter des bonnes choses aux enfants plutôt que de leur faire goûter des jus industriels qui sont souvent pas bons et trop riches en sucre. Ça fait 10 ans qu'on a redéveloppé avec les jus pétillants. Ça plaît aussi beaucoup aux adultes. Et puis la poire pétillante, elle éclaire comme un vin ou comme un champagne, quoi. Donc c'est vrai que les gens servis dans des flûtes, dans un cocktail, ça reste élégant. Ça reste élégant et on ne voit pas la différence entre qui consomme de l'alcool et qui n'en consomme pas, quoi. C'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur le nouveau projet de brasserie développé par leur fils. Donc ça, c'est pas nous qui faisons la bière, c'est notre fils Xavier. Donc c'est tout nouveau, ici, donc il brasse à la ferme. On a du matériel en commun, tout ce qui est embouteillage, conditionnement. L'embouteillage du site se fait qu'au printemps et les jus se fait à l'automne. Donc il y a une partie de l'année où le matériel ne sert pas non plus. Et ça reste une entreprise familiale. Voilà. On passe à la deuxième génération 25 ans après. Le territoire agricole du pays de Redon a su être préservé. Véronique, Yvon et désormais Camille ont ces paysages entre leurs mains et leurs pratiques respectueuses sauront les valoriser. Dans Histoire de, place au marron de Redon. Si le pays de Redon est un territoire avec une identité forte, il le doit en partie à la culture ancestrale de ce petit fruit à coque, le marron de Redon. Attention, si l'on dit marron, c'est en réalité la châtaigne que l'on consomme. Le marron non comestible est en effet chauve avec une bogue au piquant espacé, alors que la châtaigne a un petit toupet à son sommet avec une bogue hérissée au piquant serré. Produit alimentaire de base pour des générations de paysans, 15 000 tonnes étaient produites sur les terres siliceuses de Bretagne à la fin du 19e siècle. Un chiffre qui sera divisé par 10 en 50 ans à cause de la généralisation de la culture de la pomme de terre et la maladie de l'encre qui décima les vergers de châtaigniers. Consommé chaud, froid ou même glacé, le marron peut garnir une volaille ou sublimer différentes spécialités salées comme sucrées. Des variantes qu'il est possible de découvrir chaque année lors du festival Le Boc d'Or à Redon, tout en dégustant une portion de marron chaud.
Dans l'écologie en action, pendant qu'Emmanuel Nogue fait un comptage des espèces actuellement présentes sur les landes de Saint-Just, Emmanuel Lemar nous guide jusqu'aux mystérieuses mégalithes. Situé en Ille-et-Vilaine, à quelques kilomètres au nord de Redon, le site mégalithique de Saint-Just mêle patrimoine historique et écologique. Ces affleurements rocheux au cœur d'une lande de 150 hectares offrent un paysage typique de Bretagne. En charge de la protection et de la gestion de cet espace protégé, Emmanuel Nogue identifie la flore du site. Et pour comprendre le paysage, il faut tout d'abord comprendre la nature du sol. Ici, on est sur un sous-sol de schiste de Pont-Réan. Donc ce sous-sol, quand il se décompose, il va former le sol et ça va former un sol acide, très pauvre en nutriments et très peu épais, puisqu'on voit que là, la roche-mère, elle est déjà ici. Et c'est pour ça qu'on va avoir de la lande, puisque la lande, en fait, c'est des plantes qui peuvent s'adapter à ce milieu difficile, un milieu acide et pauvre en nutriments. Donc on va retrouver de l'ajonc, de la bruyère cendrée. On a une belle population d'hélianthème en ombelle. C'est une plante patrimoniale qu'on va retrouver sur ce site. C'est des milieux pauvres, donc assez peu intéressants pour l'homme. Donc très souvent, ils ont été détruits ou alors ils ont été cultivés. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve de moins en moins souvent. Et pourtant, ça a beau être des paysages pauvres pour l'homme, c'est des paysages c'est des milieux qui sont très riches en biodiversité. Donc c'est pour ça qu'ici, on essaye de les protéger. Cette végétation est en effet très attractive pour tout un panel d'espèces animales. À la belle saison, de nombreux insectes et araignées trouvent refuge dans ces landes, comme cette impressionnante Argiope faciée. De nombreux oiseaux sont également au rendez-vous. Emmanuel est à la recherche de la rare fauvette Pichou. Elle trahira sa présence par son chant, mais restera invisible, bien cachée dans les buissons. C'est un oiseau patrimonial, c'est un oiseau protégé. Comme son habitat, c'est de plus en plus rare, puisque de toute façon son habitat disparaît, et comme elle n'habite quasiment que dans les landes, moins elle a d'habitat, moins elle a d'endroits pour vivre et se reproduire. Donc oui, c'est un oiseau qui a tendance à disparaître en France. Donc, régulièrement, on fait des suivis de faune, de flore, pour voir comment le milieu réagit à notre gestion, et pour voir si on a ou pas mené la bonne gestion, la gestion qu'il faut. Les sites sont gérés de façon à protéger la biodiversité, mais sont aussi gérés de façon à ce que le public puisse les découvrir d'une manière sécurisée, et puis qu'ils puissent également le découvrir, notamment sur ce site-là, où on a un sentier de découverte, donc avec des explications sur le site qui permettent aux gens de mieux connaître et puis de mieux appréhender le site. Le site naturel des Landes de Saint-Just est à protéger pour sa biodiversité, mais aussi pour son témoignage du néolithique. Très réputé pour ses mégalithes, c'est un véritable sanctuaire dévoilant des dolmens et d'impressionnants menhirs. Emmanuel Lemar est guide-conteur. Il aime raconter l'histoire des lieux. Dans les blocs de quartz, ici, en Pays de Redon, on va trouver du quartz qui est du quartz de filon. Mais ici, c'est du quartz qui est différent. On voit des galets qui ont été soudés ensemble. C'est des graviers agglomérés. On appelle ça un poudingue. Donc ça, c'est un poudingue de quartz. Et ce poudingue de quartz, on ne le trouve pas ici. Donc ça veut dire que ce bloc-là, il a été amené. Les hommes du néolithique qui ont déplacé ces roches nous laissent encore le mystère de la signification de ces monuments de pierre. Ce qui est certain, c'est que pour trouver ces roches-là, il faut chercher. On ne marche pas sur des roches aussi belles, aussi... on se croirait dans un musée de minéralogie, vous avez vu ça? Il y avait sans doute une recherche esthétique poussée. De même que le bloc là-bas, qui a une forme de flamme magnifique. Ce ne sont pas des blocs ordinaires en réalité. En sa qualité de conteur, Emmanuel aime mêler sa connaissance scientifique avec les légendes et mythes de la région. Et j'adore transmettre de la connaissance scientifique en faisant en sorte que les gens puissent se la saisir, puissent se l'approprier. Et en même temps, les gens ici ils sont sensibles à l'ambiance, ils sont sensibles à la beauté, ils disent que ça leur fait quelque chose. Ça fait presque quelque chose dans le corps, mais parce qu'en fait, on est sur cette immensité, le grand ciel, le vent, les roches. On est bien. Et du coup, voilà, j'aime proposer aux gens ce croisement entre l'imaginaire, entre la connaissance naturaliste. Et du coup, moi, je veux être attentif à
à qu'on vive quelque chose dans la tête et dans la connaissance, mais aussi dans la joie d'être là. Le site naturel des mégalithes et l'Ande de Saint-Just nous est offert comme un témoignage du passé. Et grâce au travail accompli par les chercheurs et conteurs, il saura nous dévoiler encore longtemps ces histoires millénaires. Et maintenant, laissez-vous porter par un charmant patrimoine. De Guenrouet à Paillac, 38 km de voies d'eau vous attendent. Ce tronçon appartient au canal reliant Nantes à Brest par l'intérieur des terres qui fut décidé par Napoléon et achevé en 1842. En chemin, profitez-en pour faire halte au belvédère de Fégréac. Dans la vallée du Don, les attelages des roseaux de Caillac proposent des balades en calèche commentées et contées par Michel. Flirtez avec les landes bretonnes, parmi les ajoncs, les genêts d'or et les bruyères. Le temps de quelques heures, c'est toute l'originalité de la Bretagne qui se révèle dans ces paysages poétiques. Arrêtez-vous à Plessé pour une escapade en hauteur. Découvrez le nouveau parc Acrobranche du Bois-Audin. Une magnifique et dense forêt de chênes qui vous accueille pour grimper en sécurité jusqu'à la cime des arbres, seul, entre amis ou en famille. À Saint-Jean-la-Poterie, le patio valorise l'histoire potière de la région. Son nom désigne en gallo le petit bloc de terre posé sur le tour du potier. Ce centre d'art et d'histoire céramique regroupe un chantier d'insertion de décors sur faïence et un espace d'exposition temporaire dédié à la céramique contemporaine. C'est maintenant au tour du chef Guy Martin de s'inspirer du pays de Redon. Aujourd'hui, je vous propose un rognon de veau, compoté de pommes gala et marrons, jus au cidre. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 rognons de veau, 6 pommes gala, 2 échalotes, 3 branches de thym, 150 g de marrons cuits, un oignon rouge, 40 g de miel, 40 g d'eau, 60 g de vinaigre cristal, une bouteille de cidre, 1 litre de jus de veau, 200 g de beurre, sel fin, poivre du moulin et huile d'olive. Dégraissez le rognon de veau et retirez le nerf en essayant de préserver le rognon entier. Si vous pouvez garder votre oignon entier, ce sera vraiment mieux pour la présentation. Assaisonnez et réservez. Épluchez 4 pommes gala, coupez en 2, videz et détaillez en 8. Coupez ensuite les 2 autres pommes grossièrement en gardant la peau. Épluchez et émincez grossièrement les échalotes. Concassez les marrons et réservez. Épluchez l'oignon rouge, le couper en rondelles fines, puis réserver dans une boîte. Dans une casserole, mettre à bouillir le miel, l'eau et le vinaigre. À ébullition, verser sur les oignons rouges en rondelles, réserver en mettant un couvercle dessus. Pour gagner du temps, n'hésitez pas à faire vos pickles la veille, ils ne seront que meilleurs. Dans une sauteuse, mettre du beurre et faire revenir les échalotes. Ajoutez ensuite les pommes avec la peau et le thym. Une fois bien revenu, ajoutez les 2 tiers de la bouteille de cidre et laissez réduire. Quand le cidre a réduit de plus de la moitié, ajoutez le fond de veau. Laissez réduire, ôtez le thym, puis mixez en ajoutant 50 g de beurre. Passez au chinois, rectifiez l'assaisonnement. Réservez dans une casserole. Dans une sauteuse, mettre du beurre, les pommes en quartier et le reste de cidre. Couvrir de papier sulfurisé. Après 10 minutes de cuisson, ajoutez les marrons en réservant quelques-uns pour le dressage. Couvrir et laisser cuire encore une dizaine de minutes. Dans une poêle, avec de l'huile d'olive bien chaude, déposez délicatement les rognons, laissez cuire 2 minutes, puis retournez et cuire encore 2 minutes. Débarrassez sur une grille pour y goûter. La cuisson des rognons se fait toujours dans une poêle bien chaude afin d'éviter qu'ils ne rendent le roux. Pour le dressage, sur une assiette, disposez la compotée de pommes et de marrons dans un cercle. Posez le rognon dessus et nappez de sauce. Ajoutez des marrons concassés et des rondelles d'oignons en pickles. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.